Vous êtes sur la Business and Market Télévision, la BMTV, pour la 45 de BMTV. On va essayer d'échanger sur la question qui intéresse la République démocratique du Congo. Un des éléments essentiels, c'est-à-dire l'état de santé des entreprises du portefeuille. C'est ce qui nous permet de disposer de beaucoup plus d'attention au niveau de l'État congolais quand l'État a de l'argent et il sait, je présume, subvenir aux besoins de la population. On se retrouve juste après la petite transition. On est ensemble pour évoquer la situation de ces gros malades. On a un gros malade en République démocratique du Congo. Ce sont les entreprises du portefeuille. En tout cas, cela, ce n'est pas moi qui le dis, mais les faits sont éloquents. Ils l'ont témoigné plusieurs fois. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, nous avons une nouvelle fois invité Monsieur Choué David Alexandre. Il est expert en économie, enseignant à l'université. Il est aussi chercheur, si pas doctorant, toujours dans son domaine, ce qui va nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments par rapport à l'analyse que nous allons faire. Les états généraux des entreprises du portefeuille, c'était il y a quelques jours ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le redressement du secteur du portefeuille des entreprises de l'État, c'était là le sujet principal. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ce qui concerne les entreprises du portefeuille? On aura le plaisir d'en savoir plus avec M. Choué. Je vous dis bonjour. Bonjour. Je suis content de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous devez le considérer comme un malade, ou bien comme une malade, quel est l'état de santé des entreprises du portefeuille de l'État? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir apporter quelques éléments d'information à l'attention de la population congolaise en ce qui concerne les entreprises du portefeuille de l'État et également apporter quelques éléments d'information pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce qu'il y a eu comme échange lors des états généraux du portefeuille des entreprises de l'État. Aussi, je remercie les organisateurs, particulièrement le ministre qui m'a invité personnellement pour que je puisse apporter lors des assises ma contribution sur ce qui a posé problème et sur ce qui devrait être fait dans les jours à venir pour que l'on puisse redresser le secteur. Alors, pourquoi organiser les états généraux en ce moment, alors qu'on a déjà eu dans le passé plusieurs réflexions sur les problèmes économiques du pays? La réponse est simple, c'est qu'en 2008, on a procédé à une réforme des entreprises du portefeuille de l'État. 7 ou 8 années après que cette réforme ait eu lieu, il serait important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on a obtenu, quels sont les résultats obtenus, est-ce que les résultats obtenus sont conformes aux espérances ou à ce qui était attendu. Et si oui, tant mieux. Sinon, c'est qu'il y a un besoin d'ajustement pour avancer. Et donc, c'est une réponse à cette préoccupation qui a été donnée plus ou moins lors de ces assises. Oui, le pays a fait cette réforme en 2008, mais jusqu'à ce jour, la plupart, ou si pas toutes les entreprises du portefeuille de l'État sont encore malades. Et je dis qu'elles sont malades parce que justement, leurs états financiers montrent que les résultats nets d'exploitation sont négatifs. Et fort encore, plusieurs d'entre elles sont tellement endettées qu'elles n'arrivent pas à développer des plans d'activité et de développement qui leur permettraient justement de répondre à leur mission classique, mais également à servir de driver ou de ressort sur lequel on peut bâtir nos espérances sur une croissance économique forte qui déboucherait sur un développement économique équilibré et de grande envergure. Donc, il était important donc, de mener cette réflexion et d'aller ensuite vers une série d'actions bien pensées et conséquentes. Donc, voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu à parler de la transformation des entreprises du portefeuille de l'État. J'ai parlé de la transformation statutaire à la transformation économico-financière. Je vais en arriver, parce que je vous ai suivi, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser. J'ai suivi vos interventions. Mais vous avez épinglé quelque chose tout à l'heure. En 2008, il y a eu le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille. Ça s'appelait les COPIREP. Vous y avez décelé des failles. Quelles sont ces failles qui ont été décelées? Une personne qui souffre de la malaria, pour l'aider à guérir, il faut lui donner un antipaludéen. En lui donnant un produit générique, l'aspirine ou encore de l'iprane, on peut l'aider à calmer sa fièvre, mais on ne résout pas son problème fondamental. Ce qui veut dire que la solution que l'on propose n'est pas appropriée. Et c'est pratiquement ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a eu certes à modifier certains éléments du puzzle
pour essayer de donner aux entreprises publiques une nouvelle image, mais les vrais problèmes de base demeurent, ce qui fait qu'on n'a pas réglé le problème et nous ne sommes pas dans cette auberge et les problèmes persistent. Je vais vous donner, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit, les pays africains, y compris la RDC, ont mis en place un modèle de développement dans les années 70, 60, 70 qui mettait l'État au centre du développement économique, comme l'ont fait certains pays asiatiques, notamment le Japon, Corée du Sud, Singapour, mais à la seule différence que le modèle qui a été mis en place dans les pays asiatiques qu'on appelle État développeur était un modèle où l'État fondait son action sur certaines valeurs, parmi lesquelles il y avait justement une limitation des jeux d'intérêt privés sur l'action publique. L'utilisation des ressources publiques pour servir l'intérêt collectif et amener donc le développement. Utiliser l'élite pour appuyer les efforts du gouvernement pour bâtir le développement et le progrès. Voilà un peu ce qu'ils ont fait. Nous, dans notre modèle en Afrique ici, y compris en RDC, on a politisé les entreprises du portefeuille de l'État et cette politisation a détruit le respect des règles fondamentales de gestion d'une entreprise. Ce qui fait qu'au fil des années, les entreprises du portefeuille de l'État se sont vues dans l'incapacité de répondre à leur mission initiale. Et donc, du coup, elles sont tombées en déliquescence et cela a eu des incidences sur leur position financière nette, leur trésorerie et leur survie. Donc voilà, c'est ce qui a été constaté. Et aujourd'hui, on fait une réforme, mais malheureusement, la question de la politisation reste. Alors du coup, c'est qu'en réalité, on n'est pas sur l'auberge. Et vous serez, nous sommes en RDC, disons-le, parce que nous disons ces choses pour aider le pays, pas parce qu'on a un problème avec X, Y. Mais la politisation des entreprises publiques doit cesser. On doit arrêter de dire que pour nommer les mandataires publics, il faut regarder dans les quotas des partis politiques. Il faut nommer les mandataires en fonction de leur capacité à traduire en acte une vision de développement. Vous avez un PCA, un DG qui comprennent les enjeux de l'entreprise, qui peuvent traduire ces préoccupations en programme de redressement, de développement, et bien on avance. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Aussi longtemps qu'on ne va pas aller vers cette logique, on ne pourra pas donner lieu à de bons résultats. Un autre élément majeur que j'ai relevé pendant mon intervention, c'est que lorsque la réforme a été faite à l'époque avec le COPIREP, certains aspects importants n'ont pas été pris en considération ou pas suffisamment exploités. Comment voulez-vous redresser une entreprise qui a une situation financière très précaire et très endettée sans avoir mis en place un mécanisme d'assainissement financier? Changer le nom ou le statut, dire qu'on passe de telle forme juridique à telle forme juridique n'est pas suffisant. C'est important parce qu'effectivement, le pouvoir ou l'exercice du pouvoir est toujours défini par un cadre légal et réglementaire. Mais au-delà de ce cadre légal et réglementaire, il faut toucher les vrais problèmes qui garantissent la viabilité d'une entreprise. Et c'est ainsi que j'ai dit que cette question n'a pas été prise en considération de manière suffisante ou satisfaisante. Et c'est ainsi que même dans mes recommandations, j'ai demandé au ministre et à son équipe de voir dans quelle mesure on pourrait, dans les jours à venir, développer tout un programme d'assainissement financier des entreprises du portefeuille de l'État. Et toujours dans cette saga, j'ai fait remarquer que, et le ministre l'avait dit lui-même, c'est que depuis 2002 jusqu'à ce jour, soit pendant plus de 20 ans, l'économie de la RDC fait de la croissance. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités d'affaires et ça devrait profiter aux entreprises publiques. Mais comment se fait-il que malgré cette reprise, la croissance qui s'est consolidée et qui est située à 6%, alors que la moyenne subsaharienne est de 4%, les entreprises de l'État n'arrivent pas à saisir les opportunités d'affaires et demeurent précaires avec des résultats négatifs? Il a dit, c'est vrai. Mais alors moi, je renchéris maintenant pour dire que comment se fait-il aussi que durant toute cette période, les entreprises présentent des résultats négatifs, dont les affaires financières ne sont pas bons, mais on les approuve et on continue. Vous voyez, c'est logique là, c'est important que l'on arrête. Quand tu es malade, on prend une pilule, elle est amère, mais elle guérit. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a réellement un besoin d'assistance financier pour qu'on arrive là. Il y a aussi un problème majeur qui dérange, c'est les mécanismes à travers lesquels on analyse les problèmes et propose des solutions. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs mandataires dans le cadre de mes réflexions, et il est arrivé que je demande, votre entreprise s'est endettée à hauteur de 30 millions de dollars. Merci, c'est bien. Quel est le retour sur investissement? On me donne pas une réponse satisfaisante. Oh non, en prenant ça, on va construire tel équipement, on va acheter tel... Oui, d'accord,
mais quel est le retour sur investissement? Ça montre qu'il y a un déficit du point de vue analyse des projets d'investissement et analyse de leur rentabilité économico-financière. Or, une entreprise qui s'engage à prendre de l'argent sur le marché de fonds prêtables avec des taux d'intérêt assez importants doit s'assurer que ce que je vais faire comme investissement me donnera un retour sur investissement. Lorsqu'il n'y a pas ce retour-là, ça dérange. Là aussi, c'est un aspect important. Et donc, il fallait aussi que dans le cadre... Donc, de manière tacite, vous êtes en train de dénoncer, par exemple, je ne sais pas si on peut prendre ça comme un exemple, la CNCS qui s'est trouvée être parmi les actionnaires des Congo Airways lui donne de l'argent pour essayer d'acheter des avions ou d'en louer, ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même des questionnements importants par rapport à ça. Mais bien sûr, on ne doit pas mettre de l'argent dans une entreprise pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut injecter de l'argent en ayant fait un travail d'analyse sérieux et en dégageant plus ou moins les lignes maîtresses des retours sur investissement pour savoir que oui, l'entreprise aura la capacité de faire face à l'emprunt qui a été contracté, le principal et les intérêts échus, mais également garantir une prospérité dans les jours à venir. C'est ça ce qui manque. Donc il y a plusieurs questions de gouvernance qui dérangent les entreprises publiques. Au-delà de cette question liée à l'investissement, il y a aussi des questions de gestion des ressources humaines. Dans beaucoup d'entreprises, la gestion des ressources humaines pose problème. Les règles minimales ne sont pas respectées. Des fois, on engage les gens selon l'appartenance tribale ou les quotas en termes de famille, politique, ça détruit l'entreprise. C'est un lieu d'efficacité. Aussi longtemps que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, tout ce que vous faites fragilise l'entreprise et les perspectives de son développement ou sa viabilité économico-financière. Et donc, ça, ce sont des pratiques qu'il faut faire disparaître totalement. On a fait la réforme, mais ça persiste. Comme pour dire qu'il y a besoin de mettre en place un programme de surveillance des mandataires pour qu'ils puissent s'ajuster. Et au même moment que nous disons... L'évaluation aussi. Oui. Au même moment qu'on demande aux mandataires de s'ajuster, il faut aussi demander à l'État de s'ajuster. Il est arrivé dans ce pays, à ce moment qu'une entreprise qui accorde, par exemple, des appuis financiers, puisse donner un appui à un acteur à la demande des politiques. Et l'argent qui a été donné n'a pas servi. Et logiquement parlant, si je vous accorde un crédit ou un appui financier pour un investissement, vous ne le faites pas, demain, je ne peux plus vous donner de l'argent. Mais les politiques appellent et obligent les mandataires à donner malgré la contre-performance observée lors du premier prêt. Et des fois même, on vous demande d'augmenter le montant. Mais avec ce genre de choses, comment peut-on espérer? Donc ça veut dire que l'ajustement est à deux niveaux. L'ajustement, d'une part, par les mandataires et l'autre par l'État, où c'est préposé, notamment les ministères de tutelle technique, tout ce que vous voulez, les acteurs politiques, mais il y a besoin d'ajustement. Soit on aime le pays, soit on n'aime pas. Si nous aimons tous le pays, il faudrait que toutes les deux parties s'ajustent pour qu'on puisse créer un cadre qui permettrait de rendre viable sur le plan économique et financier les entreprises. Vous avez même évoqué, vous ne vous êtes pas limité à faire des critiques tout simplement pour le besoin de la cause, vous avez aussi proposé un modèle d'État développeur ressemblant un peu à l'Asie. Effectivement. Asiatique, là. Alors, c'est ce que vous avez évoqué. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on devrait aujourd'hui repenser le développement de l'économie congolaise. Et en ce qui concerne le secteur public, il serait important que l'État puisse développer un autre comportement, c'est-à-dire considérer que les entreprises publiques sont des entreprises de l'État, certes parce qu'il est le propriétaire des capitaux et des moyens, mais que ces entreprises puissent fonctionner sur base des règles de bonne gestion, c'est-à-dire que les bonnes pratiques doivent être appliquées au quotidien pour s'assurer que les entreprises vont produire, être rentables, répondre à leur mission et contribuer non seulement à la réalisation d'une croissance économique forte et soutenue, mais aussi à l'amélioration du bien-être de la population. C'est ce qu'il faudrait avoir comme modèle. Et pour y parvenir, il faut réduire au strict maximum les interventions de l'État. Pour les sociétés commerciales, par exemple, il serait important que l'on laisse l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration et la direction générale travailler selon les prescrits et textes pour donner lieu aux résultats. Et l'État attend juste les dividendes. Et il peut intervenir qu'en cas de problème. Et c'est vrai si cette intervention doit être réglementée pour éviter des interférences qui n'ont pas de raison d'être. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut éviter les jeux d'intérêt autour des entreprises publiques. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui sont là et les marchés sont distribués à des copains, à des amis sur un jeu d'intérêt ou de calcul d'intérêt privé et en laissant pour compte l'intérêt collectif. Ça, c'est ce qui dérange. Donc, il faut aussi mettre en place des barrières. Dans plusieurs entreprises et organisations internationales, il y a justement des barèmes de sanctions en cas de violation de ces dispositions. Mais c'est ce qu'il faut appliquer. Si on constate un mal ou un malaise et que l'on n'agit pas promptement,
on ne peut rien espérer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait ce changement-là. C'est pas facile parce que des fois, on croit que nous sommes trop socialistes, nous, Africains, mais non. C'est à ce prix qu'on peut changer. Si j'aime mon fils, je dois lui apprendre à aller à l'école. Même quand il pleure, je dis, il faut aller pour apprendre. Aujourd'hui, il peut me critiquer, mais demain, lorsqu'il sera grand, il comprendra que papa a eu à bâtir mon avenir par ses exigences. Pour faire de même au niveau de l'entreprise publique, il faut accepter d'utiliser les méthodes fortes, des fois, pour amener tous les acteurs à se comporter de manière digne. Donc, à ce niveau-là, si l'État se fortifie dans cette voie, comme c'était le cas dans les pays asiatiques, avec le Conseil des développeurs, là, on peut arriver à ça. Mais de manière spécifique aussi, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Comme j'avais dit, il faut assainir la situation financière de l'entreprise, assainir la position de l'entreprise par rapport aux différents stakeholders en termes de position, crédit, prêt. Donc, la position de la dette de l'entreprise est aussi à reconsidérer. D'autres entreprises ont besoin d'être recapitalisées parce qu'avec une décennie, 2 décennies de contre-performance, avec des mauvaises pratiques en matière d'amortissement et de remplacement des équipements, elles ont perdu leur capital. Il faut donc les recapitaliser pour leur donner l'espérance d'aller vers la viabilité économico-financière. D'autres, carrément, ont besoin d'une modernisation parce qu'en fait, au fil du temps, le progrès s'inscrit. Or, nous, l'innovation, la recherche et le développement n'est pas très ancré dans la société, malheureusement. Ce qui fait que des fois, on est en déphasage par rapport aux réalités du moment. Et pour cela, il faudrait aussi mettre en place des programmes de modernisation. Donc, bref, il y a tout un travail de transformation qui doit être fait pour que, sur le plan économique et financier, on puisse faire renaître les entreprises de l'État. Et si on le fait, ce qui a été fait comme première étape de changement sur le plan statutaire, ce mix ou ce mariage va donner lieu à... Très bien dit. Donc sur le plan statutaire, on a déjà posé des actes qui sont notables. Il faudrait simplement les lier aux actes de... Respecter ce que les actes statutaires imposent comme comportement et à l'État et aux gestionnaires d'entreprise, et ensuite voir comment aussi garantir les éléments de performance économique et financière. Très bien. Alors je vais vous poser un cas précis. Vous allez me répondre par rapport à ce que je vais vous poser comme question. L'actualité reste dominée, en tout cas en ce qui concerne les transports aériens, par les lancements de la compagnie Air Congo. Une compagnie qui, du reste, a un statut particulier. Parce que la compagnie Air Congo est une compagnie dont Ethiopian Airlines dispose de 51% de parts, contre 49% pour l'État congolais. Simplement, ou particulièrement, la gestion de cette entreprise, le DG est un Éthiopien, donc c'est Ethiopian qui prend la gestion de l'entreprise, c'est Ethiopian qui prend la gestion financière de l'entreprise, et c'est Ethiopian qui dispose, en ce qui concerne le crew, le personnel de cabine, il y a les pilotes, en tout cas, ce sont les pilotes d'Ethiopian. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces modèles qui est présenté tel quel? Critiquer d'une part, on dit ok c'est bon, pour une fois on va voir ce que ça va donner parce que ce ne sont pas nous les Congolais. D'autre part, les autres se disent bon tout ça, ça signifie quoi? Ça ne donne pas une bonne image de la République démocratique du Congo, ce qui signifierait que nous n'avons pas beaucoup de managers qui peuvent diriger une entreprise comme celle-là. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais dit ça la fois passée ici. Il est arrivé que je me retrouve à Addis Abeba ou à Abidjan dans le cadre de mes activités avec certains partenaires au développement. Et j'ai pris la parole pour expliquer certaines choses, faire des recommandations. Et cela a été reçu positivement par l'auditoire. Mais malheureusement, il y a une personne ou deux qui m'ont demandé « Pourquoi vous ne faites pas ça chez vous ?» C'est pour dire qu'on n'a pas très bonne presse sur beaucoup de choses, malheureusement. Avant de vous répondre ici, je prends une illustration que le pasteur Roland Dallot avait utilisée il y a quelques années, si je ne me trompe pas, en 2013. Il dit ceci, ils sont allés à une conférence avec plusieurs pasteurs africains et avant qu'on leur donne les chambres d'hôtel, ils étaient autour de la table, ils étaient assis là, il était question que chacun se présente. Et lorsqu'il était venu son tour pour se présenter, il a dit que je suis pasteur et je viens de la RDC. Son voisin direct a pris ses effets et les a dépassés. Pour dire qu'on entend parler d'un Congolais, d'un Zaïrois, on voit un voleur. Vous voyez, ça, c'est des choses qui dérangent beaucoup. Il faut qu'on puisse travailler pour changer l'image du pays. Il faudrait que, pour cela, nous puissions changer tous de comportement, et les décideurs et la population.
Et quand je dis décideur, c'est que, oui, dans certains actes de gestion, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, qui devaient être commises. Il y a aussi des comportements débordants que certains Congolais développent de manière isolée. Vous ne pouvez pas demander au président de la République ou à la première ministre de venir balayer devant chez vous, mais vous jetez la saleté et ça vous expose à la maladie. J'ai été à plusieurs reprises choqué. Dans un avion, on voit un Congolais se battre. Et des fois, non, vous voyagez avec Ethiopian, vous allez dans plusieurs pays, et quand vous arrivez à Addis pour rentrer à Kinshasa, dans ce vol-là, le comportement qui est affiché par certains Congolais de l'avion, c'est barbare. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait corriger. Alors, quand vous donnez cet exemple-là de Congo, Air Congo. Air Congo, qui, en fait, aujourd'hui est un partenariat avec l'Éthiopie, je pense que c'est un bon modèle à la mesure où les Éthiopiens ont fait preuve de beaucoup de réussite dans le secteur du transport aérien. C'est la première compagnie africaine. Et donc, si ce mode de gestion est développé et appliqué en RDC avec toute sérénité, sans interférence politique, je pense qu'on peut relancer le secteur et il faudrait que l'on puisse, à travers cette entreprise, développer d'autres opportunités d'affaires. Ethiopian vend la culture éthiopienne. Utilisons cette compagnie aussi pour vendre la culture congolaise, notre gastronomie. Dans les menus qu'on va offrir, on donne des mets congolais. Poisson salé, chikwang, pondu, tout ça, liboké, pourquoi pas? C'est une façon de vendre la culture parce que c'est une richesse. CA le fait déjà. Oui, donc, bon, à quelle échelle? En first, en business. Ah, c'est bien, à quelle échelle, c'est bien. C'est pour ça que je pose la question. Bref, donc, ce sont des vecteurs, mais donc je pense que c'est logique qu'on le fasse ainsi et qu'une fois qu'on mettra en place ce modèle, que l'on fasse en sorte que toutes les entreprises du portefeuille de l'État soient gérées de la même manière, c'est-à-dire avec une observance scrupuleuse des règles de bonne gestion ou de bonne gouvernance. Et ça demande justement un ajustement, comme je l'ai dit. Les politiques doivent rester dans les limites du pouvoir qui leur sont accordées. Le Conseil supérieur du portefeuille doit rester dans cette attribution, ne doit pas aussi usurper. Les mandataires actifs, tout comme non actifs, doivent aussi rester dans le respect. C'est juste dans le respect des règles établies et des bonnes pratiques à l'international que l'on peut garantir cette réussite dans la transformation. Alors, les animateurs, vous avez dressé un tout petit peu le portrait des animateurs de ces entreprises du portefeuille qui doivent être de vrais managers, qui doivent disposer d'une certaine connaissance avérée. Mais à un moment donné, on a vécu les tests qui étaient proposés dans plusieurs entreprises pour lesquelles on a eu des dirigeants qui ont fait preuve de beaucoup de management. Mais bon, pourquoi on ne peut pas continuer ces modèles-là? Vous trouvez plutôt qu'il est suffisamment exigeant ou bien il ne donne pas beaucoup trop de confiance? Le ministre Roussa a parlé de la méritocratie et je l'appuie totalement. C'est-à-dire qu'il faudrait que les mandataires soient identifiés, nommés sur base de leur mérite. Et les mérites, ce n'est pas lié au sang, mais lié à l'esprit, à la manière de réfléchir, de comprendre et de faire. Si on respecte cette norme, c'est déjà une première garantie. C'est avoir des personnes qualifiées, c'est une première garantie. Oui, mais le mérite passe par un test, sinon ce sera un test, un choix pris dans un salon politique. Des entretiens. Parce que c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, vous voulez me confier la gestion, par exemple... Prenons le Transco. Le Transco. Mais je n'ai pas de connaissances en matière de gestion, de gouvernance. Mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Si c'est que être servi comme mandataire, recevoir une rémunération, des facilités, on paye le logement, on paye les gardes, tout c'est tout. Mais il faudrait être capable de comprendre comment est-ce que la gestion se fait et ensuite appliquer tout simplement. Donc, une étape, c'est certes identifier les bons managers par rapport à leur profil, leurs compétences, et ensuite s'assurer aussi qu'on met en place un cadre qui va les obliger à bien se comporter. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui manque en RDC. Mais pourquoi le pays est à ce niveau? C'est parce que des fois, quand nous ne sommes pas en fonction, on est intelligent, on a des bonnes idées. Et lorsqu'on est nommé, l'intelligence nous quitte et ce sont nos intérêts qui commencent à primer. Et c'est ça, en fait, le mal congolais. Il faudrait que l'intelligence du Congolais soit mise au service du développement de la RDC. Alors, on est dans une situation où je vais encore vous poser une question qui porte sur un autre pays, la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de ce que l'on appelle cette sorte de spirale qui ne sait pas expliquer pourquoi, au début, ces entreprises-là ont été prometteuses, elles ont même soutenu sérieusement l'économie de la République démocratique du Congo, et que maintenant, elles sont devenues des canards boiteux. Selon vous,
Les deux éléments que vous avez mis en exergue sont ceux qui expliquent cette situation, c'est-à-dire la politique et l'interférence, ou bien il y a d'autres faits statutaires ou rationnels, comme vous l'aviez dit, il n'y a pas d'assainissement au niveau financier, ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique cette situation? Non, mais la gestion. Mais je vous donne un exemple. Peut-être que certains ne savent pas. La GECAMIN a été créée avec des ressources qui proviennent de quoi? De l'exploitation agricole dans la province de l'Équateur. Oui, bon, ça se discute, hein. Aussi, d'autres disent qu'il y avait eu des fonds provenant de Paris et tout ça. Oui, et mais au niveau intérieur, ouais. et on a dégagé des surplus sur plusieurs années. Est-ce que ce surplus a été réinjecté? Non. Or, quand vous dégagez un surplus, il ne faut pas le consommer. Et non, ça c'est mal réfléchi. Vous connaissez bien la cigale et la fourmi. Vous connaissez Joseph dans la Bible. Évidemment. Cette vache grasse, vache maigre. Maigre. Mais c'est ça. Donc, vous avez un surplus, vous le capitalisez pour que vous puissiez prévenir les jours à venir. Malheureusement, le mode de gestion qui a été mis en place n'est pas celui-là. Tout ce qui était déjà en surplus est financé. Le pouvoir, surtout à l'époque du président Mobutu, ont dépensé sans comprendre que la GECAMIN pourrait s'essouffler à un moment donné. L'agriculture qui a contribué au financement de la GECAMIN, a-t-elle pu recevoir la GECAMIN a un effet en retour pour pouvoir se développer, c'est bon, dans la province de l'Équateur? Non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc c'est pour dire qu'on avait un mauvais regard et aujourd'hui, si on veut réellement changer le cours des choses, il faut également reconsidérer beaucoup de choses dans les pratiques de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État. Voilà. Alors, mais dis-moi un peu, tous, du moins nous qui sommes économistes, nous savons que pour libérer le potentiel de croissance de l'économie de la RDC, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et entre autres, il faut que l'on puisse garantir aux entreprises un meilleur accès à l'énergie, l'électricité et l'eau. On doit garantir la mobilité des personnes, des biens et le transport. On doit garantir la communication. Mais comment peut-on arriver à cela si la Régie des eaux, la SNEL, l'ex-ONATRA, c'est quoi les transports, la Poste, SNCC, tout ça, la SSC n'arrive pas à fonctionner de manière satisfaisante. C'est ça le paradoxe. Donc, redresser les entreprises du portefeuille, c'est déjà résoudre un problème sur les contraintes qui bloquent ou qui pèsent sur la croissance économique en RDC. Ne pas le faire, c'est dire que nous faisons une croissance qui est fragile et qui demain peut tomber facilement. Et pourquoi ne pas privatiser ces entreprises-là? Il y a des économistes aussi qui pensent que le meilleur des moyens, ce serait de privatiser ces entreprises. Bon, effectivement, ce sont des choix. Mais tout à l'heure, je parlais avec un ami qui travaille à la présidence de la République, on discutait un peu sur une question assez similaire. Je lui ai dit ceci. Après qu'il y ait eu le choc pétrolier de 73 et 79, certains pays à économie libérale ont créé des agences publiques de gestion du secteur de l'énergie. Parce que considérant que ce secteur est tellement stratégique qu'on ne peut pas le laisser à la propriété privée. Donc je pense que nous devons aussi faire nos choix en ces termes-là. C'est-à-dire que là où l'État a failli, et dans les secteurs pour lesquels on n'a pas de raisons stratégiques d'avoir un œil très veillant ou très regardant, on peut ouvrir le capital pour que l'État soit co-actionnaire avec les privés, ou même laisser les privés intervenir, mais s'assurer que l'État va gagner en termes de retour à travers les impôts, à travers les emplois créés, la richesse créée. Ça, c'est un modèle. Mais il y a des secteurs stratégiques qu'on ne peut pas laisser, vu leur rôle dans le développement socio-économique, la stabilité et même la sécurité du pays. Et les gens, de manière, pour terminer, hein, c'est juste la dernière question que je vais vous poser, les plus ou moins comiques, un tout petit peu, à la Cité, disent carrément, c'est un dessin qu'ils se font, pourquoi ne pas prendre les dirigeants de l'Abra Congo et l'Abra Lima, les placer à la SNEL ou à la Régie des eaux? De manière tout à fait comique, hein, ils se disent, ben voilà, parce que dans ces entreprises-là, il n'y a jamais eu rupture des stocks et des problèmes que nous connaissons, comme on en connaît dans ces autres entreprises-là. Vous répondez à quoi? Mais ça montre qu'effectivement que la population a réalisé qu'il y a un problème de gouvernance. Parce qu'une entreprise qui offre des services dans le domaine de l'énergie doit avoir un mode de gestion de stock approprié, adapté. Parce que vous devez avoir des tuyaux en permanence pour desservir. Parce qu'il faut avoir des câbles. Des transformateurs. Mais il faut prévoir tout cela. Si on arrive à prévoir et que tout le temps il y a des ruptures, alors que vous avez eu plusieurs mannes en termes de portée d'affaires qui vous ont rapporté de l'argent, mais on se pose des questions. J'ai une question que je soulève souvent.
comment vous expliquer ça? Nous avons un énorme potentiel de production d'énergie. Et nous avons du cuivre. Et nous savons que c'est le cuivre qu'on utilise pour fabriquer des câbles dans ce pays. Mais on n'arrive pas à desservir correctement la population en énergie électrique. Il y a un problème. Très bien. Or, en utilisant justement notre cuivre, notre énergie hydro avec deux sources, ben, on peut justement bâtir tout un modèle de développement économique autour de ça. Mais ça dérange. Je discutais encore avec un ami qui travaille toujours à la présidence sur la diversification de l'économie. Il m'a posé une question, parce que j'avais parlé de faire une réforme monétaire dans ce pays. Certains n'avaient pas compris pourquoi. Et je lui ai dit ceci. Excusez-moi, je vais prendre quelques minutes. Je lui ai dit, un millionnaire en dollars n'est pas pauvre. Un millionnaire en euros n'est pas pauvre. Mais il y a des millionnaires en francs congolais qui sont pauvres. Et ça montre que notre monnaie n'a plus de valeur. Et donc, quand je parle de faire la réforme, c'est en autres parce que, justement, la monnaie a perdu de sa valeur. À la réforme, on était à 1 dollar équivalent à 1,3. Aujourd'hui, 1 dollar équivaut à 2800 ou 850 francs congolais. Donc, il y a eu une mission par plus de 2000. Ça montre que la monnaie a perdu sa valeur. En faisant une réforme aujourd'hui, en prenant tous les soins possibles et en obligeant les gens à mieux se comporter, on peut résoudre certaines choses. Et un élément aussi, c'est qu'on pourrait maintenant réutiliser à nouveau les pièces. Or, les pièces sont fabriquées avec des métaux. Et nous avons des métaux. De ces éléments qui vont aussi contribuer à la diversification de l'économie congolaise. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut penser et savoir comment est-ce qu'on fait ces choses. Mais comme vous l'avez dit quand on parlait avant l'émission, tout se tourne autour de la gouvernance. Mieux encore, je dirais que le problème en RDC, c'est l'État. Merci. Merci beaucoup, M. David-Alexandre Choué, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons aussi merci d'avoir été fidèle à ces rendez-vous. On se retrouve très prochainement avec un autre invité pour un nouveau sujet. Très bonne suite des programmes sur Business and Market Television, BMTV.